Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, les ondes mécaniques. Pour introduire cette notion, nous allons regarder la vidéo suivante. On y voit une goutte d'eau tomber à la surface de l'eau et celle-ci va générer une onde dite mécanique progressive. La question que nous allons nous poser est la suivante. Comment caractérise-t-on une onde mécanique progressive? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord décrire ce qu'est une onde mécanique. Ensuite, nous définirons la notion de célérité. Et enfin, nous verrons les différentes périodicités qui caractérisent une onde mécanique périodique. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? Nous allons répondre à cette question en utilisant les petits dessins que vous voyez apparaître ici. Qu'est-ce qui représente ces dessins? Ils représentent donc le passage d'une vague au niveau d'un bateau. Donc le bateau, vous voyez, lui, il a une position horizontale fixe, repérée par ses traits en pointillés. Et lorsque la vague, qui est ici l'onde mécanique, va arriver au niveau du bateau, le bateau va monter, puis il redescend lorsque la vague est passée. Conclusion, une onde mécanique progressive, on peut la définir par la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Le milieu matériel, dans notre cas ici, c'est l'eau, et la perturbation, c'est la vague. En fait, c'est de l'énergie qui va faire monter verticalement le bateau, puis redescendre. Dit autrement, lorsqu'une onde mécanique se propage, ce n'est pas la matière qui est transportée, mais de l'énergie. Et cette énergie va modifier l'état de la matière. Par exemple, ici, faire monter l'eau. Ensuite, nous allons nous poser la question suivante. Dans combien de dimensions spatiales peut se propager une onde? Donc vous savez tous, on est entouré par un milieu à 3 dimensions. On va pouvoir distinguer 3 possibilités. Soit une onde qui se propage selon une dimension, soit selon 2 dimensions, soit selon 3 dimensions. Et ça va dépendre de la configuration du milieu matériel qui va supporter la propagation de l'onde. Commençons par les ondes à une dimension. Et nous allons voir 2 vidéos qui illustrent ceci. Mais tout d'abord, attardons-nous sur comment réaliser une onde à une dimension. Donc ici, on va utiliser un ressort relativement long. Et en fait, vous voyez ici, le ressort, il a une seule direction. C'est-à-dire que ce n'est pas une surface, c'est comme un fil, si vous voulez. Là, les 2 vidéos vont vous montrer les 2 façons de le perturber. Soit je vais le perturber dans le même sens que la direction de propagation de l'onde. C'est ici dans la première vidéo. Vous voyez, l'onde part, elle est réfléchie, puis elle revient. Et deuxième possibilité, je vais perturber le ressort dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Voilà. Et vous voyez de nouveau là, l'onde elle est réfléchie et elle revient, etc. Donc ça, ce sont 2 définitions à retenir. Ce qu'on appelle une onde longitudinale, c'est une onde dont la perturbation a la même direction que la propagation. Un autre dessin qui illustre ceci. L'autre type d'onde, c'est ce qu'on appelle les ondes transversales, où là la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est le cas ici, donc vous voyez une corde que l'on excite perpendiculairement à la direction de propagation. Pour illustrer une onde à 2 dimensions, j'ai pris l'exemple d'une ola dans un stade de foot. Alors je suppose que tout le monde connaît la ola. Donc le principe, c'est que le public se lève puis s'assoit. Donc ceci va constituer la perturbation et ça se propage de proche en proche dans tout le public. Donc vous voyez la perturbation se propager, on va dire, à la surface du public. Et donc comme la surface a 2 dimensions, donc on a bien une onde à 2 dimensions. Alors j'aurais pu prendre aussi comme exemple la surface de l'eau qui était perturbée par une goutte d'eau. Et là, de la même façon, on avait la surface de l'eau donc à 2 dimensions qui allait être le milieu matériel dans lequel allait se propager l'onde. Passons aux ondes à 3 dimensions. Pour illustrer ce dernier cas, nous allons prendre l'exemple du son. Comment génère-t-on un son? Pour générer un son, il faut forcément quelque chose qui va se mettre à vibrer. Ici, c'est notre haut-parleur. Donc la membrane du haut-parleur va se mettre à vibrer. La conséquence, c'est que s'il y a un milieu matériel autour de la membrane, ce qui est le cas ici des molécules d'air, ces molécules d'air vont accompagner le mouvement de la membrane, ce qui va entraîner soit une compression, soit une détente des molécules d'air. Cette compression-détente va se propager dans l'espace environnant et en général dans l'espace à 3 dimensions. Ensuite, il suffit qu'ici il y ait un récepteur, par exemple comme une oreille ou un microphone, et ces appareils-là vont
capter cette perturbation, compression, dépression des molécules d'air. Et donc, par exemple, notre oreille va être convertie après en musique. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Le son, c'est bien une onde mécanique progressive qui se propage dans l'espace à 3 dimensions. La perturbation, là, est en fait constituée d'une compression et détente des molécules d'air. Le son va se propager, là, si on l'a vu dans un gaz, mais il peut aussi bien se propager dans un liquide ou dans un solide. Par contre, imaginons que l'on fasse le vide, c'est-à-dire qu'on extrait ici les molécules d'air, mais le son ne peut plus se propager. Pour une onde mécanique, il y a obligation d'avoir ce qu'on appelle un support matériel pour que l'onde puisse se propager. Qu'est-ce que la célérité d'une onde? C'est tout simplement la vitesse de l'onde. Alors là, c'est juste une histoire de vocabulaire. Si vous voulez, en fait, le mot vitesse, c'est le mot général, mais il s'applique plus particulièrement lorsqu'un objet matériel se déplace avec une masse. Ici, comme ce qui se déplace, ce n'est pas un objet, mais de l'énergie, on va plutôt parler de célérité. Mais si vous appelez ça la vitesse, ce n'est pas faux non plus. Pour définir la célérité d'une onde, je vais m'appuyer sur le dessin suivant. On remarque que ce qui se propage, donc comme pour le petit bateau tout à l'heure, ici, donc c'est une vague. Lorsque la vague passe en x égale x1, repéré ici par le trait en pointillé rouge, je vais mesurer un temps t égale à t1 et quelques instants plus tard, la vague va se trouver ici en x2, repéré ici par les pointillés verts, et là mon chronomètre va m'indiquer t égale t2. À partir de là, je vais définir la distance qui sépare les deux traits en pointillé en faisant x2 moins x1 et la durée qui s'est écoulé entre le passage de l'onde première position x1 et puis ensuite deuxième position x2. Une fois que j'ai défini ces deux grandeurs, je définis ma célérité, c'est tout simplement le rapport de la distance parcourue par l'onde par la durée qu'a mis l'onde pour parcourir cette distance. Je vous précise ici les unités, donc delta x s'écrivant en mètres, delta t en secondes, et c'est la célérité en mètres fois seconde moins 1 ou mètres par seconde. Qu'est-ce qu'une onde périodique? Alors pour bien comprendre la différence entre une onde non périodique et une onde périodique, nous allons imaginer l'expérience suivante. Première situation, nous avons ici un robinet qui va pouvoir générer une seule goutte. Lorsque la goutte va percuter la surface libre de l'eau, elle va générer une vague qui sera unique. Donc là, on parle de source ponctuelle. Maintenant, dans la même situation, avec le même robinet, imaginons que les gouttes tombent toutes les secondes. Là, chaque fois qu'une goutte percute la surface libre, elle va générer une vague. Toutes les secondes, cette nouvelle vague est régénérée. Là, on va parler d'une source périodique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une onde va être périodique si sa source est elle-même périodique. Elle va être caractérisée par deux périodicités, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Commençons par la périodicité temporelle, appelée aussi période. C'est la durée mise par un phénomène périodique pour se répéter. On la note grand T et son unité c'est la seconde. Ici, nous allons mesurer deux périodes. La première va correspondre à la période de la source notée TS. Pour la mesurer, il suffit de mesurer la durée entre deux gouttes. Imaginons que là j'ai fait la mesure pour 3 gouttes, j'ai trouvé 3,05 secondes pour que le robinet fasse tomber 3 gouttes, donc divisé par 3 on trouve à peu près une seconde. Maintenant si je veux mesurer la période de l'onde, je vais utiliser un capteur, par exemple ici, qui serait sensible au niveau où se trouve l'eau. Ce capteur va me générer un signal qui va être visualisé sur un écran en fonction du temps. Vous voyez ici le signal. Je vais mesurer la durée que met le signal pour se reproduire, pour être identique à lui-même. Donc entre là et là j'ai une période, entre là et là j'ai aussi une période. Donc ici vous voyez par rapport à la graduation en bas, on peut dire que de là à là j'ai environ une seconde. Conclusion, je me rends compte que la période de la source est égale à la période de l'onde, à peu près ici une seconde. La période de l'onde est égale à la période de la source. Donc là c'est juste un rappel de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si je veux mesurer la période de l'onde, je vais être obligé d'utiliser un capteur et je vais visualiser le signal de ce capteur au cours du temps. Lorsqu'on veut caractériser la périodicité temporelle d'une onde, on va préférer utiliser la notion de fréquence. La fréquence est définie ainsi, c'est le nombre de fois que se répète le phénomène périodique en une seconde. On note petit f et son unité c'est le Hertz, le symbole Hz. Voici la relation qui relie la fréquence et la période. En fait, la fréquence c'est l'inverse de la période. En effet, si un phénomène a une période très grande, c'est qu'il va se répéter peu de fois en une seconde. Pour une grande période, on aura une petite fréquence et inversement, pour une petite période, une grande fréquence. Je vous fais apparaître ici les unités. La période doit toujours être exprimée en secondes et la fréquence en Hertz. Là maintenant, je vais prendre l'exemple des ondes sonores. Nos oreilles vont être sensibles à certaines fréquences des ondes sonores. Donc, cette bande de fréquences où les sons seront audibles pour l'homme, ça correspond entre 20 et 20 000 Hz.
Hz. En dessous de 20 Hz, on a ce qu'on appelle des infrasons, et au-delà de 20 000 Hz, des ultrasons. Et après, on peut distinguer entre 20 et 20 000 Hz, ce qu'on appelle les sons graves, entre 20 et 200 Hz, les sons médiums, entre 200 et 2000 Hz, et les sons aigus entre 2000 et 20 000 Hz. Passons à la périodicité spatiale, appelée aussi longueur d'onde. En fait, à quoi correspond cette deuxième périodicité? C'est une distance. C'est la distance qui sépare deux points de l'espace parcourus par l'onde et qui doivent être dans le même état. On la note lambda, la lettre grecque, et son unité c'est le mètre. Pour bien comprendre à quoi elle correspond, je vous fais apparaître le schéma suivant. Donc, sur le même principe, mon robinet qui va générer ici des gouttes de façon périodique, et donc une onde va apparaître périodique aussi. Par exemple, le sommet de la vague, on va dire, est dans le même état ici, ainsi aussi ici et aussi là. J'aurais pu prendre aussi le point bas, donc là et là, on a une longueur d'onde, là aussi on a une longueur d'onde, etc. Alors là, pour pouvoir la mesurer cette longueur d'onde, donc je vais utiliser un mètre, et je vais alors, pour être plus précis, mesurer 3 longueurs d'onde, donc 1, 2 et 3. Et je trouve 5,1 cm. Donc si je veux calculer une longueur d'onde, j'ai plus qu'à diviser cette distance par 3, ça me fait 1,7 cm, donc 1,7 10-2 mètres. Juste là pour résumer, c'est-à-dire si je veux mesurer une longueur d'onde, il faut que je fasse des mesures à partir d'une photographie, contrairement à la période où là on utilisait un écran qui représentait l'état d'un point en fonction du temps. Là, on va mesurer une distance, donc on a besoin d'une photographie. Et cette photographie doit nous montrer l'état de la matière au passage de l'onde. Nous allons faire ici une synthèse de ces deux périodicités que l'on ne doit pas confondre et bien distinguer. Pour ça, je vais faire apparaître deux graphes, un qui représente la périodicité temporelle et un la périodicité spatiale. Alors le premier, pour la périodicité temporelle, ce graphe constitue la visualisation d'un signal qui va être sensible à l'onde. Par exemple, pour une vague, ce serait un capteur qui permettrait d'indiquer à quelle hauteur se retrouve la surface libre de l'eau. Et on représente donc cette grandeur au cours du temps. Deux points qui sont dans le même état seront séparés par une durée qui correspond à la période. Ici, par contre, on a pris une photo du passage de l'onde et l'on visualise période entre deux points qui sont dans le même état en fonction d'une distance. Donc on obtient bien une longueur d'onde exprimée en mètres ici. Quel est le lien entre ces deux périodes? Il suffit d'exprimer la longueur d'onde d'une autre façon, en disant que c'est la distance que parcourt l'onde pendant une période. Ainsi, je peux écrire la relation suivante, lambda égale c fois t, puisque vous vous rappelez tous qu'une distance, quand la vitesse est constante, on peut dire que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc ici, la longueur d'onde, c'est la célérité de l'onde fois une période. Là, je vous fais apparaître les unités correspondant à chaque grandeur, la longueur d'onde en mètres, la célérité en mètres par seconde et la période en secondes. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit au préalable que pour une onde, on préfère parler de sa fréquence au lieu de sa période. Donc ainsi, je vais faire apparaître la fréquence en disant que la période, c'est 1 sur la fréquence, et j'obtiens la relation suivante, lambda égale c sur f. Comment modélise-t-on une onde mécanique visualisée sur l'écran d'un oscilloscope? On va utiliser ce qu'on appelle une fonction mathématique dite sinusoïdale. Voici sa représentation. En fait, donc là, on représente bien au cours du temps la grandeur y. Donc là, c'est l'abscisse, le temps, et y l'ordonnée. On va utiliser deux grandeurs caractéristiques ici, ce qu'on appelle l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale que va atteindre la fonction, positivement et négativement. Et ici, on retrouve notre période, c'est-à-dire la durée que met le signal pour se reproduire. Alors, je vous donne ici l'expression mathématique de cette fonction. On retrouve bien notre fonction sinusoïdale. Ici, l'amplitude, c'est-à-dire que vous vous rappelez que sinus d'un angle varie entre -1 et +1. Donc par exemple, si moi j'ai, on va dire 3, donc ici y max serait égal à 3. Ensuite, quelle est l'expression de l'angle avec lequel on va calculer le sinus? La grandeur que vous voyez apparaître là, le phi, on appelle ça le déphasage à l'origine. Donc maintenant, je vais vous parler de la période et de l'expression du coefficient qui est devant le t, on appelle ça la pulsation. Donc son expression, c'est 2π sur t. Et je vais vous montrer que cette expression correspond à ce que l'on veut montrer. Donc partons du principe, et ce qui est le cas ici, que phi vaut 0. Donc lorsque t vaut 0, on a sinus 0 qui vaut 0. Donc tout va bien. Et cette valeur, on va la retrouver ici. Et ça correspond à petit t égale grand t. Et donc à ce moment-là, si je remplace petit t par grand t, j'ai sinus de pi. Et sinus de pi redonne de niveau 0. Vous savez que les fonctions sinusoïdales sont périodiques, période de pi. Pour conclure, alors dans cette vidéo, je vous ai parlé uniquement d'ondes mécaniques progressives. Or, il existe des ondes qui ne sont pas progressives. On va parler d'ondes stationnaires. Donc dans quelle situation ces ondes non progressives apparaissent? Alors l'exemple le plus évident, c'est lorsqu'on joue de la guitare. Alors ce film est filmé en slow motion de manière à ce qu'on puisse bien voir ce qui se passe au niveau des cordes quand on les pince. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'onde qui est générée par le pincement des cordes, alors je vais fixer ici l'image, est émise
et va être, étant donné que la corde est fixée à 2 extrémités, va rebondir, être réfléchi par une extrémité, puis par l'autre, etc. Et on a un phénomène, ce qu'on appelle de résonance. Et donc chaque corde va vibrer à une fréquence bien précise, ce qui permet d'émettre des notes de musique bien précises en fonction de la nature de la corde que l'on pince. Donc on appelle ça des ondes stationnaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.